Bonjour à tous, bienvenue sur ce 8e webinaire, donc sur l'accès au crédit et versement des aides. Petit rappel donc des consignes. Donc sur la partie chat, vous aurez un certain nombre d'informations qui sont publiées, notamment des foires aux questions ou des mises à jour de documents, donc sur les différents dispositifs de financement, qu'ils soient fonds de solidarité, qu'ils soient PGE, qu'ils soient aide d'urgence de la région ou des EPCI. Vous pouvez en profiter pour saluer aussi les collègues ou amis que vous retrouvez donc sur le webinaire. Deuxième onglet, donc l'onglet des questions. Donc c'est sur cet onglet que vous poserez vos questions aux animateurs qui vont se présenter dans quelques secondes. Je classe les questions par nombre de votes. Donc, regardez les questions défiler pour voir si une question ressemble à celle que vous voulez poser. Et puis ensuite, troisième onglet, donc sondage. Donc, je vous informerai des sondages qui sont publiés. Vous verrez un point rouge qui apparaît sur le sondage pour vous rappeler que un sondage a été publié. Je rappelle donc que ce webinaire a été rendu possible donc grâce à un partenariat avec l'ensemble des têtes de réseau, donc le soutien de la Chambre de commerce Bordeaux-Gironde, de la Chambre de métiers de la Gironde, de la Chambre d'agriculture de la Gironde, de la CPME Gironde et Nouvelle-Aquitaine, de l'Union des entreprises de proximité Nouvelle-Aquitaine, de l'UMI 33 et Nouvelle-Aquitaine, donc les CHR, la CAPEB Nouvelle-Aquitaine, la FNTR Nouvelle-Aquitaine, l'Union nationale des entreprises adaptées, l'Association d'insertion par l'activité économique, l'INAE, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de la Nouvelle-Aquitaine, l'UDES, le MOVE, Mouvement d'entrepreneurs sociaux, le CJD de la Gironde, la Jeune Chambre économique de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine, le Césaire Nouvelle-Aquitaine et un nouveau partenaire donc qui s'est associé au webinaire, donc la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, donc pour sa fédération régionale Nouvelle-Aquitaine que nous accueillons en tant que partenaire. Avant de vous présenter vos invités, vous précisez d'attirer donc votre attention sur des fraudes et arnaques aujourd'hui sur l'achat de masques et de gel. Donc on communiquera dans le chat des informations sur des sites vérifiés pour l'achat de produits. Il y a de plus en plus de remontées sur ces sujets-là. Donc le week-end dernier, au niveau régional, il y a eu sur des questions de cyberattaque 200 remontées qui ont été faites. Donc là aussi, rapprochez-vous de votre prestataire ou de votre DSI, puisque donc le télétravail fait en sorte que les gens se connectent donc de chez eux, donc peut-être avec des filtres qui sont moindres que ceux qu'ils ont dans les entreprises. Et nous aurons d'ailleurs prochainement un webinaire avec des experts du numérique sur ce sujet. Donc nous retrouvons donc nos invités. Alors nous accueillons donc Laurence Bobelic, donc vice-présidente de la CCI Limoges, de la Haute-Vienne et présidente donc de la CPME 87. Madame Bobelic, est-ce que vous avez un petit mot de contexte de ce qui se passe sur votre territoire aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. En tant que vice-présidente de la CCI de la Haute-Vienne, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons mis en place une cellule de crise depuis le début du confinement avec un numéro vert que je peux vous indiquer, qui est le 0801 902 287. Il y a eu énormément d'appels sur ce numéro. Nous avons fait de même au niveau de la CPME 87, avec également une cellule de crise qui a très bien fonctionné. Nous avons été remerciés par tous nos adhérents par rapport à ça, puisque bien sûr, tout le monde s'est retrouvé dépourvu d'informations lorsqu'il a fallu fermer les commerces le 17 ou le 18 mars de cette année. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, je trouve que ce qui est le plus important, mis à part les questions qu'on va nous poser, c'est de préparer ce fameux déconfinement qui va se faire au fil de l'eau pour pas mal de commerces. Alors, préparer ce déconfinement, c'est tout simplement mettre en place dans les commerces tout ce qui est nécessaire pour préserver la santé de nos salariés. Donc, il va être très, très important de se mettre vraiment en conformité par rapport à ça.
pour que nos salariés veuillent bien revenir travailler pour certains, même la prix qui perdure. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'on gère. Et puis, il y a aussi le paramètre psychologique. Je pense qu'on en parle assez peu, mais ce paramètre-là est très présent. Et nous allons devoir recevoir nos clients et nos salariés dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Pagola, donc président des URSAF, a quelques petits soucis de connexion, mais il va revenir. Nathalie Planaz, donc adjointe au directeur régional Nouvelle-Aquitaine Banque de France, donc à la médiation, donc médiation du crédit. Petite note de contexte, voilà, comme vous avez un petit peu l'habitude maintenant. Bonjour à tous. Donc, en termes de contexte, la montée en charge de la médiation du crédit se poursuit. D'une semaine à une autre, c'est plus 30% pour l'ensemble de la région. Donc, ça concerne toujours et encore des entreprises plutôt autour de 10 personnes, voire des petites entreprises. Voilà, et donc la majorité, un quart des dossiers toujours sur la Gironde, mais on a une montée très forte sur la Charente-Maritime de dépôt. Donc on pense que le plateau n'est pas atteint dans la région et que les dossiers ont été instruits par les banques petit à petit et que les refus, le peu de refus que les banques donnent font que la médiation de crédit arrive en deuxième, voire en troisième ligne, après toutes les aides. Voilà. D'accord, très bien, merci. Donc Stéphane Péné, donc délégué général adjoint, donc Fédération française de l'assurance. Monsieur Péné, vous aussi, on parle beaucoup des assurances en ce moment, pas mal d'articles qui paraissent. Petite note de contexte vous concernant également, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Petite note de contexte que je ne peux pas commencer évidemment cette réunion sans dire un mot sur ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait beaucoup de commentaires sur l'assurabilité des pertes d'exploitation de tous les commerçants et de tous les professionnels suite à cette pandémie. Donc, comme nous l'avons toujours écrit dans les contrats et comme nous l'avions toujours dit, la pandémie est un risque, vous savez, qui est un risque systémique, qui fait donc que les principe de mutualisation ne fonctionne plus et c'est pourquoi nous avons toujours exclu, au même titre que d'autres risques, tels que le risque de guerre ou tels que les risques politiques, nous avons exclu ces circonstances de nos contrats. Et si nous l'avons exclu, c'est tout simplement parce que c'est hors de notre portée. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on estime que les pertes d'exploitation cumulées de l'entreprise France, c'est-à-dire de l'ensemble des entreprises, atteint quelque chose comme 60 ou 80 milliards d'euros, ce qui, si nous devions le payer, mettrait à terre toutes les compagnies d'assurance françaises. Donc voilà, nous l'avions exclu et donc nous nous retrouvons effectivement aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, de déception de la part des commerçants et même parfois de colère, et on peut le comprendre. Mais malheureusement, c'est un risque aujourd'hui qui n'est pas assurable. Alors ceci étant dit, et une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que les assureurs se sont engagés sur un programme de solidarité et d'aide à l'ensemble de leurs assurés. Nous y sommes engagés, je dirais, de manière officielle. C'est un programme qui, pour l'instant, est chiffré à 3,2 milliards d'euros. Donc, ce sont 3,2 milliards d'euros que les assureurs mettent sur la table au-delà de tous leurs engagements, qui touchent à la fois les TPE, les PME, qui touchent également les personnels médicaux sur lesquels nous avons pris un certain nombre de mesures pour les aider dans des circonstances qui sont aujourd'hui difficiles pour eux. Également pour les personnes qui sont les plus vulnérables à la crise elle-même, à la crise sanitaire. Je pense donc aux personnes, les femmes enceintes, les personnes qui sont affectées d'une longue maladie. Nous avons là pris un certain nombre de décisions qui concernent l'aménagement de nos contrats de façon à mieux protéger ces personnes-là. Donc voilà, c'est un programme qui aujourd'hui est très suivi et il y a par ailleurs un certain nombre de mesures que prennent un certain nombre d'assureurs, et je pense que la presse en est fait écho, qui viennent libérer un certain nombre de montants, encore une fois au-delà de leurs engagements contractuels, pour venir en aide auprès de leurs assurés. Donc voilà globalement quelle est la situation. Il faut savoir aussi que dans le secteur de l'assurance, on a des branches qui sont fortement touchées par cette crise. L'assurance crédit, on a l'assurance prévoyance qui couvre tous les arrêts de travail
et les indemnités journalières complémentaires à la sécurité sociale liées à ces arrêts de travail. Donc, il y a des secteurs qui aujourd'hui sont très, très actifs, où là, il n'y a pas d'exclusion liée à la pandémie. Et donc, les choses sont très actives dans ce domaine-là. Voilà globalement ce que je voulais dire et je serai bien entendu prêt à répondre à toutes vos questions. Pagola, Monsieur Pagola, bonjour. Bonjour, Jean-Paul Pagola, je suis président de l'URSSAF Aquitaine. Je suis d'abord, évidemment, j'appartiens à la CPME et je suis chef d'entreprise. Alors, l'URSSAF, pour une fois, oh là, je crois que j'ai disparu. Bon, non, mais c'est pas grave, Monsieur Pagola, on vous entend bien. L'URSSAF, pour une fois, ne prend pas d'argent, mais en rend. Alors, je vais vous donner une petite information. Nous avons distribué hier 47 millions d'euros à 56 000 cotisants d'Aquitaine afin de les aider par le fonds qui a été créé par le CPSTI, c'est-à-dire la caisse de retraite des travailleurs indépendants. Et cette caisse de retraite a réussi donc, grâce au travail de l'URSSAF, à faire ce boulot en quelques jours et à renvoyer sur les comptes de tous les cotisants travailleurs indépendants qui rentraient dans les possibilités de recevoir cette aide, une aide de 1 250 € maximum. Voilà, l'URSSAF Aquitaine se bat et tout le monde est en télétravail et répond le mieux possible aux entreprises qui appellent. Bon, merci. Très bien. Je vois aussi des questions qui arrivent vous concernant, Monsieur Pagola. Donc, il y a des sondages qui ont été publiés, donc j'invite les internautes à aller sur le troisième onglet, donc onglet sondage. Prenez quelques petites secondes, c'est intéressant, je le rappelle souvent, puisqu'on adapte en fonction des résultats des sondages, des fois les calendriers et les sujets qui sont abordés. Alors, je vais monter donc une première question donc qui vous concerne, Monsieur Pagola. Donc pour l'URSSAF, donc Monsieur le maire a annoncé une exonération des charges pendant la période de fermeture avec des salariés déjà en chômage partiel, donc sans charge. Sur quel point portera cette exonération prévoyance CSG CRDS? Alors, en effet, il s'agit d'un nouveau volet d'exonération de charges qui a été annoncé par le ministre des Finances. La partie qui pourra concerner l'URSSAF, bien sûr, portera sur la CSG et sur la CRDS. Je pense, et ça se portera aussi sur un certain nombre d'activités. Les activités HCR, loisirs, sport, événements. Pour ce qui est de la prévoyance, là, nous rentrons dans le domaine de l'assurance et je pense que notre ami représentant les assureurs pourra répondre à ma place. Monsieur Péné, est-ce que vous avez côté prévoyant, justement, assureur? Exactement, vous pouvez la répéter, excusez-moi, je n'ai pas saisi. Alors, en principe, elle doit s'afficher à votre écran, sur votre écran. Donc, Monsieur le maire a annoncé une exonération des charges pendant la période de fermeture avec des salariés déjà en chômage partiel, donc sans charge. Sur quel point portera cette exonération? Prévoyance CSG CRDS. Donc, M. Pagola a répondu pour les enjeux CSG CRDS. Côté prévoyance, donc côté assureur, est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Alors, j'ai deux informations concernant la prévoyance. D'une part, ce que nous avons fait, c'est que, vous le savez, il y a la Sécurité sociale a autorisé un dispositif pour les femmes enceintes et pour les personnes affectées d'une maladie de longue durée. Elles peuvent, si elles le souhaitent, se mettre en arrêt de travail à des fins, je dirais, préventives. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas une altération particulière de leur état de santé, mais compte tenu de la situation, on les autorise à se mettre en arrêt de travail. Nos contrats de prévoyance ne prévoyaient pas la prise en charge, je dirais, des indemnités journalières liées à cette situation, puisque nos contrats prévoient une intervention à partir du moment où il y a une altération de l'état de santé de la personne. Néanmoins, nous avons décidé de suivre la sécurité sociale et d'étendre et faire en sorte que nos contrats de prévoyance interviennent également pour ces personnes-là. Aux dernières informations que nous avons eues, il y a 250 000 personnes qui ont demandé à bénéficier de ces arrêts de travail simplifiés. Donc, il s'agit là, je dirais, d'un effort conséquent puisqu'il n'était pas prévu dans nos contrats de prévoyance. Il y a un autre sujet qui concerne les couvertures en matière de décès, invalidité et incapacité pour les personnes qui sont en chômage partiel, puisque ces personnes, normalement, bénéficient de ces garanties dès lors qu'elles sont sous contrat collectif, c'est-à-dire salariées de leur entreprise. À partir du moment où elles se mettent en chômage partiel, théoriquement,
il n'y a plus d'intervention du contrat couvrant les salariés. Et donc, ces personnes se retrouvent sans garantie, incapacité, invalidité, etc. Donc là aussi, nous sommes en train de travailler avec les employeurs. Nous n'avons pas encore trouvé de solution immédiate. Donc, nous allons, j'espère, la trouver très, très vite pour que ces personnes puissent continuer de bénéficier de ces garanties-là. Car avec 10 millions de personnes en chômage partiel, il nous semble très dangereux de laisser ces personnes sans garantie de prévoyance. Nous sommes en contact, alors il y a des problèmes juridiques qui se posent, et nous sommes en contact avec le ministère du Travail et avec la Sécurité sociale pour trouver au plus vite une solution de couverture prévoyance, de façon à ce que ces personnes en chômage partiel continuent de bénéficier des mêmes garanties de prévoyance. Je répète, c'est de l'incapacité, de l'invalidité et du décès au moment où elles sont en chômage partiel, comme si elles continuaient à être salariées dans leur propre entreprise. C'est une solution qui n'est pas encore réglée à ce jour, mais nous espérons pouvoir la régler dans les jours ou les heures qui viennent. Très bien. Alors justement, Monsieur Penet, donc une question pour vous. Peut-on imaginer que les assurances utilisent le PGE afin de financer la ligne perte d'exploitation pour les entreprises? Non, nous ne pouvons pas. Le PGE n'est pas fait pour ça. En ce qui concerne les PE pour les entreprises, comme je vous l'ai dit, c'est exclu des contrats. Donc aujourd'hui, PE, les pertes d'exploitation. Hein. Oui, les pertes d'exploitation, pardon. C'est un jargon que j'utilise d'assureur quand je parle de PE. Donc, pertes d'exploitation sont effectivement aujourd'hui, ne peuvent pas et ne sont pas prévues dans les contrats. Alors, il y a aujourd'hui un certain nombre d'acteurs, je crois que la presse en est fait l'écho, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, etc., qui ont décidé non pas d'indemniser dans le cadre, mais de faire des gestes commerciaux, des gestes solidaires pour accompagner leurs clients. Je répète, c'est extra-contractuel. Ce sont des gestes qui sont ce que l'on appelle des gestes commerciaux, des gestes de solidarité, pour venir quand même en aide auprès de leurs clients et notamment de leurs clients professionnels. Donc, je répète, ce n'est pas une application de la perte d'exploitation contractuelle qui est faite par l'ensemble de ces entreprises. Ce sont bien des mesures extra-contractuelles et solidaires qu'ils prennent parce qu'ils en ont les moyens. Alors maintenant, pour le futur, et je crois qu'il y avait des questions là-dessus, ne peut-on pas imaginer pour le futur un dispositif qui ne nous remette pas dans cette même situation? Alors, nous y travaillons déjà et nous sommes effectivement aujourd'hui en contact avec le ministère de l'économie et avec toute une série de parties prenantes et notamment des fédérations professionnelles pour étudier comment nous pourrions mettre en place pour le futur un dispositif de la sorte qui permette effectivement aux entreprises dans ces situations-là et peut-être dans d'autres d'ailleurs de pouvoir bénéficier d'un dispositif de protection. Il n'a pas été prévu aujourd'hui pour ce que nous vivons avec cette crise. Il avait été prévu, par exemple, pour les catastrophes naturelles, c'est vrai. En 1982, on avait mis en place un dispositif de la sorte où il y avait un partenariat avec l'État, où il y avait des primes qui ont été perçues tout au long de ces années et qui permettent aujourd'hui de régler correctement cette affaire-là. Pour ce qui concerne le Covid, nous n'avions rien prévu en la matière et les pouvoirs publics ne nous avaient rien demandé de mettre en place. C'est peut-être, je dirais, ce que l'on peut nous reprocher, mais enfin, qui pouvait imaginer il y a encore 3 ou 4 mois la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, nous essayons et nous mettons en place quelque chose pour le futur, mais je répète, pour la situation actuelle, ce sont des gestes extra-contractuels, ce sont des gestes de solidarité qui sont aujourd'hui mis en place par les différents acteurs. Alors, je profite, M. Planas, puisque vous ouvrez un petit peu la voie, donc sur une question qui est posée. À l'instar des fonds de catastrophes naturelles, pourquoi ne pas créer un fonds de catastrophes sanitaires qui serait alimenté dans un premier temps par le fonds CAT-NAT, bon, je ne sais pas si on dit CAT ou NAT, et dans un deuxième temps par les cotisations? Oui, toutes les options sont ouvertes pour, je dirais, travailler sur un régime de cette sorte. Et croyez-moi, nous ne négligeons aucune piste. Nous ne négligeons aucune piste aussi bien d'ailleurs sur l'ensemble des entreprises concernées que sur la façon dont il fonctionnera. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. L'assurance ne peut pas financer 10 points de PIB de la France. Ça, c'est pas possible. Ou alors, on mettra le système assurantiel par terre. Donc, aujourd'hui, c'est dans le temps long qu'il faudra prévoir cette affaire-là. Et bien entendu, nous ne pourrons pas le faire tout seuls. Les assurés ne pourront pas financer tout seuls un dispositif qui nécessite 60 ou 80 milliards d'un coup d'un seul. Donc, cela se fera en partenariat
avec les pouvoirs publics. C'est un partenariat public-privé sur lequel nous sommes aujourd'hui, sur lequel nous sommes en train de réfléchir. Merci. Alors, je vois passer des questions sur les professions libérales. Donc, je vous indique, j'indique aux internautes, donc on aura le 30 avril prochain le président régional de l'UNAPL. Je vous invite à être attentif sur les invitations pour tout ce qui concerne donc les professions libérales. Il y a aussi des questions sur le chômage partiel. On pourra y répondre à un certain nombre, mais sachez qu'également la directe sera présente le 30 avril, donc jeudi, pour répondre à tous ces sujets de chômage partiel, puisque nous arrivons effectivement à la fin du mois. Mais on en abordera quelques-unes. Madame Planins, peut-on trouver acceptable qu'une banque refuse un prêt à une entreprise tout en lui proposant une solution financière plus onéreuse? Est-ce que c'est des choses que vous avez rencontrées sur la sollicitation du médiateur du crédit? Au niveau de la médiation du crédit, on n'a pas eu de propositions trop onéreuses. Ce qu'on a vu passer, c'est des propositions avec une demande de caution du dirigeant, hors PGE. C'est-à-dire que le banquier ne proposait pas le PGE, n'acceptait pas le PGE, mais proposait un prêt classique avec une demande de caution. D'accord, donc c'est rencontré, ça. Oui. Et quelle est la position de la médiation du crédit là-dessus? La position, je n'ai pas de position à titre personnel, on va dire. Après, c'est une question pour la vie de tous les jours. Quand il y a un emprunt, il y a toujours une partie de risque que le banquier essaye de couvrir. Et donc, les chefs d'entreprise sont assez habitués à être caution. Hein. D'accord. Quand il y a un risque. Hein, voilà. Merci. Alors, une question plus ouverte. Peut-être que, Madame Bobelic, vous aurez des retours de votre territoire. Pour reprendre l'activité, nous allons devoir procurer des équipements de sécurité à nos salariés, masques, gants, gel hydroalcoolique, hygiaphone. Les prix flambent. Qui va payer ces équipements? Alors, concernant pour les salariés, évidemment, la question se pose presque pas. Hein. C'est l'entreprise qui doit mettre à disposition le gel hydroalcoolique, les masques, les gants et tout, et informer des gestes barrières à répétition, en répétant sans arrêt les gestes barrières. Ensuite, pour l'entreprise, voilà, c'est l'entreprise. Après, à titre personnel, évidemment, alors là, c'est la polémique actuelle, puisque si ça devient obligatoire, si le port des masques devient obligatoire, nombreux sont les gens qui se posent la question de savoir si c'est l'État qui doit prendre en charge l'achat des masques ou si chacun doit acheter son masque, parce qu'effectivement, on entend des prix pour certains astronomiques. On va dire que ça va de 1 € un masque jetable à 15, voire plus, un masque tissu. Donc, il faut être conscient que pour certaines familles, ça a un coût. Voilà, le débat est ouvert. Alors, peut-être qu'on en saura plus tout à l'heure, vers 15 h, avec le Premier ministre. Voilà ce que je peux dire. Mais en tous les cas, au niveau des entreprises, je pense que ça fait partie effectivement des budgets que doit investir l'entreprise, sachant que pour certains, ça va peut-être être compliqué parce qu'il n'y a pas que les masques, les gels hydroalcooliques et les gants. Il y a aussi les paravents plexiglas pour mettre sur les comptoirs. Non disposition à mettre en place, peut-être des locations de véhicules également pour les entreprises, puisqu'il ne faut pas être plus de 2 ou 3 suivant la taille du véhicule. Oui, tout ça, ça a un coût. Est-ce que vous avez des initiatives dans la CCI donc de Limoges sur des commerces de proximité pour proposer des choses, des informations que vous diffusez? Alors, à quel plan? Toujours oui, sur la même toujours question? Sur la même question, en fait. Pour donner l'accès. Il faut savoir que, bon, je pense que ça s'est fait sur tous les territoires, mais pour connaître mieux la Haute-Vienne, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises de solidarité. Il y a énormément d'entreprises qui se sont mis à fabriquer des masques, du gel hydroalcoolique, alors que c'est pas leur métier premier. Elles se sont adaptées. Il y a eu beaucoup de dons
De fait, par exemple, au niveau de la CPME, nous avons offert du gel hydroalcoolique pour des commerces et des entreprises de proximité. Aujourd'hui, on essaie d'avoir des prix corrects et qu'il n'y ait pas une flambée des prix justement par rapport à ces choses-là. Et puis, je crois aussi que les villes, les maires sont engagés et souhaitent offrir également des masques, pour parler de ces fameux masques qui sont difficiles à trouver. Mais oui, il y a beaucoup de solidarité par rapport à ça. Donc, je suis pas trop inquiète. Je pense que s'il y a des gens qui sont dans la difficulté pour mettre en place tous ces gestes barrières dans les petits commerces, je pense qu'ils pourront trouver de l'aide auprès de la CCI et de la CPME. Très bien, merci. Une question sur le chômage partiel. Je pense que, M. Pagola, vous allez avoir l'information. Qu'est-ce qui se passe si l'activité est au ralenti après le 11 mai? Continue-t-on à pouvoir bénéficier du chômage partiel? Alors, il a été prévu un chômage partiel depuis le 22 avril. Il y a un texte qui est sorti prévoyant un chômage partiel qui pouvait être appliqué non pas sur l'ensemble de l'entreprise, mais par secteur d'activité interne à l'entreprise. Par exemple, vous avez 3 personnes qui travaillent dans la même activité. Imaginons dans le transport, 3 personnes qui sont sur un quai à faire du chargement. Vous avez moins de choses à charger, vous avez besoin que 2 personnes. Dans ce cas, vous pourrez appliquer le chômage partiel sur une seule personne. Voilà. Très bien, merci. Quand peut-on demander le fonds de solidarité pour le mois d'avril? Je pense que là aussi, vous pouvez y répondre. Oui, alors le fonds de solidarité, en effet, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance un petit peu à mélanger, c'est bien compréhensible, l'ensemble des fonds existants. Alors, le fonds de solidarité est un fonds qui est géré à la fois par le fisc et par la région. Et ce fonds de solidarité pourra être demandé dès le début du mois prochain pour le mois d'avril, parce que les entreprises pourront prouver qu'au mois d'avril, malheureusement, elles sont éligibles de par leur chiffre d'affaires d'avril. Il faut attendre de finir le mois d'avril. Donc, début du mois de mai. Début du mois de mai, oui, tout simplement. Alors, une question orientée, alors peut-être aussi pour Madame Bobelic et Monsieur Penas sur votre posture de chef d'entreprise. Comment réagir lorsqu'un salarié refuse de revenir travailler alors que toutes les mesures de protection sont en place? Alors là, ça va être un vaste sujet. Il faut dire, il y a quand même le droit du travail. Donc, à partir du moment où le chef d'entreprise aura mis tous les gestes barrières et pris toutes les mesures pour protéger son salarié, je pense que le salarié n'aura pas d'autre choix que de revenir travailler. Il faut savoir que si le salarié ne peut pas avoir la preuve d'un état de santé, mauvais état de santé, donc arrêt de travail, voir son médecin, ensuite ça s'appelle un abandon de poste. Et donc ça, après, c'est géré par le droit du travail. Donc, il peut y avoir beaucoup de raisons de ne pas venir travailler. Ça peut être la maladie, ça peut être le problème de garde d'enfants. Effectivement, il faudra en tenir compte aussi. Ça pourra être un problème d'état psychologique par la peur de revenir travailler. Donc, dans ces cas-là, le chef d'entreprise pourra également s'adresser à la médecine du travail, voir avec son médecin du travail. Je sais que sur Limoges, l'AIST 87 a fait beaucoup de communiqués dans ce sens-là et met à disposition un psychologue qui pourra recevoir les salariés qui sont en détresse. Mais ensuite, si l'état de santé est bon, on va dire, et le salarié devra reprendre son poste, sinon, je me répète, c'est un abandon de poste. Donc, avec les conséquences qui s'ensuivent. Monsieur Pagola, vous confirmez? Effectivement. Oui, moi je confirme, oui. Bon, il va falloir entamer de la négociation parce qu'il n'existe pas d'entreprise sans salarié. Hein. Voilà. Donc, le point 1, c'est négocier, c'est prendre les choses à l'amiable, c'est arranger. Le but, c'est arranger. On est tous dans une situation catastrophique, on est tous dans une situation de lutte et il faut à la fois que les salariés et les chefs d'entreprise
comprennent que le but, c'est faire fonctionner l'entreprise. On peut comprendre les peurs, on peut comprendre les stress, on peut comprendre beaucoup de choses. Et on est là en commun pour faire avancer les choses. Je pense, pardonnez-moi, je pense que la rupture du contrat vient qu'en dernier ressort. Voilà. Merci. Madame Planas, la banque peut-elle annuler ou décaler également les intérêts et assurances? Alors, le report des échéances, c'est sur le capital restant dû. Les intérêts et l'assurance doivent continuer à être réglés. Et notamment les assurances, c'est important. Merci. Monsieur Pagola, est-ce que les aides sont reconduites automatiquement ou est-ce qu'il faut refaire donc tous les mois les dossiers, notamment j'imagine le fonds de solidarité. Alors, le fonds de solidarité, oui. L'action sociale, c'est-à-dire ce que la sécurité sociale des indépendants a prévu, il faudra refaire une demande, bien sûr, en reprécisant à chaque fois son état de santé économique. Par contre, l'aide du CPSTI, la fameuse aide dont je vous ai parlé, de certains nombres de millions que nous avons versés hier, celui-là ne reviendra pas a priori parce qu'il a été récupéré sur les réserves de la caisse de retraite de l'ex-RSI, et c'est ces réserves-là, sans toucher à la faculté d'obtenir sa retraite plus tard, qui ont permis de financer cette somme-là. Voilà. Donc celui-là, je ne pense pas, a priori, qu'on retrouve des sources par magie pour pouvoir le redonner, tandis que, évidemment, les autres, celles dont je vous parlais avant, à la fois l'action sociale et, je pense, le fonds de solidarité, il faudra refaire des demandes, oui, certainement. Merci. Pour les bars et restaurants, il était question d'une annulation des charges. Aujourd'hui, je reçois un courrier URSSAF m'informant d'un report. Qu'en est-il? Je pense que c'est pour moi aussi la question. C'est des URSSAF encore. Hein. C'est les plus votés. Ce sont les plus votés. Mais oui, vous savez, on est tous là à se battre en ce moment, justement pour faire fonctionner les choses. Alors, les bars-restaurants, oui, question particulière. Je peux vous annoncer qu'on part vers une annulation et éventuellement, alors ça c'est ce que j'ai lu sur des documents venant du ministère des Finances, on part sur une annulation et même éventuellement un recrédit sur ceux qui auraient payé, sur les bars-restaurants qui, eux, se retrouvent avec une interdiction totale de travailler. Donc évidemment, leurs cotisations sociales ne peuvent pas exister. Là, on part des cotisations sociales pour les salariés. Vous avez sans doute remarqué que pour les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les gérants des entreprises, l'URSSAF a automatiquement prévu un étalement lointain. Et je pense que cet étalement lointain, et c'est la lutte aussi de la CPME, parce que n'oubliez pas que je suis aussi syndicaliste CPME, tout en étant président URSSAF, et que je me bats pour les petites entreprises, la CPME va se battre pour faire effacer justement pour ces entreprises qui ont subi de plein fouet, je vous rappelle lesquelles, c'est HCR, Loisirs, Sport et Événements, qui ont subi de plein fouet l'interdiction de travailler. La CPME va se battre, mais je pense que nous sommes sur un bon chemin. Voilà. Je confirme, la CPME se bat pour l'annulation des charges dans ces domaines d'activité qui sont… cotisations sociales, si vous voulez bien. Cotisations sociales qui sont fortement impactées et qui en plus ne savent pas du tout quand est-ce qu'ils vont redémarrer. Ils le sauront peut-être dans une demi-heure. Voilà. Madame Planast, ma banque, le Crédit Mutuel, veut m'imposer une assurance pour le PGE, sinon elle ne me l'accorde pas. Or, celle-ci n'est pas obligatoire. Que faire? C'est une bonne question. Elle peut nous saisir, si vous voulez. On traitera pour essayer de comprendre pourquoi le Crédit Mutuel veut absolument mettre une assurance. Mais c'est de l'ordre du conseil. Je précise juste une chose. Ça doit être une pratique d'un gestionnaire un peu zélé, car cette pratique n'est pas autorisée. D'accord. Bon, donc là, la réponse est claire. Saisissez-nous pour qu'on règle directement les médiateurs
départemental contactera l'établissement pour lui expliquer. Voilà. D'accord. Merci. Encore vous, Mme Planas. Ma banque a refusé mon prêt de 4 000 euros, mais m'a accordé un découvert bancaire de ce montant à 9%. Je trouve que ce n'est pas normal. Qu'en pensez-vous? Alors, toujours pareil, qu'elle saisisse la médiation du crédit pour qu'on comprenne pourquoi le PGE n'a pas été accordé. D'accord. Mais est-ce que vous avez eu, vous, dans les instructions de dossier, justement, comme le cas précédent, des cas similaires? On n'a pas ce cas-là. On a plutôt des cas de PGE qui servent à rembourser le découvert. Et ça non plus, la ligne de découvert ou la ligne de court terme doit être maintenue. Le crédit de campagne doit être maintenu. On a plutôt des cas où il y a une transformation du court terme par le biais du PGE. Donc, le PGE, c'est en plus. Donc là, en l'occurrence, il y a un refus de PGE, je suppose, et plutôt un octroi de découvert. Donc là, il faut toujours pareil, nous saisir pour qu'on voie à l'établissement quel est le chemin qu'il a emprunté pour proposer cette solution, puisque vraiment le mot d'ordre, c'est PGE en premier. Comment les gens vous saisissent, Mme Planas? Mail, téléphone? Alors, par mail, il suffit d'aller sur le site de la médiation-crédit.banque-de-france-france.fr, ou sinon, nous écrire à médiation.crédit, le numéro des départements, donc 33 pour la Gironde ou 87 pour le département où il est la Limoges, @banque-france.fr. Donc, médiation.crédit.33 pour la Gironde, par exemple, @banque-france.fr. Nous écrit et il n'y a pas de souci. Et sur le site de la médiation de crédit, vous avez un formulaire très simple pour nous saisir et pour saisir la médiation. Voilà. Merci. Monsieur Pagola, pouvez-vous clarifier les cumuls possibles entre le Fonds de solidarité et le CPSTI? Entre le CPSTI et l'action sociale, peut-on cumuler les trois, c'est-à-dire tout? Bon, alors, voilà, c'est ça. Donc, on va reprendre tout. Reprenez au début. Allez, on va reprendre au début. Alors, au départ, on a le Fonds de solidarité. Le Fonds de solidarité, origine fiscale, avec une amélioration de la région. Voilà. Ce Fonds de solidarité ne peut pas être cumulé, c'est-à-dire l'aide de la sécurité sociale des indépendants ne peut pas intervenir si la personne a déjà obtenu ce fonds de solidarité. Voilà. Alors, au début, c'était possible. Maintenant, c'est plus possible. Il n'y a pas de cumul. Par contre, ce fonds de solidarité peut être cumulé sans aucun problème avec l'aide qui a été versée hier par les URSSAF de la caisse complémentaire des travailleurs indépendants. Voilà. Alors, l'aide de la caisse des travailleurs complémentaire des travailleurs indépendants, de la caisse de retraite complémentaire des travailleurs indépendants, peut elle, être additionnée à l'aide sociale de la sécurité sociale des indépendants. Voilà. Est-ce que je suis clair ou est-ce que c'est vraiment compliqué? Moi, j'ai compris, mais quoi qu'il en soit, je rappelle aussi aux internautes que vous avez un replay. À la fin du webinaire, vous recevrez donc un message. Vous pouvez revoir la totalité des interventions et donc décortiquer la réponse de Monsieur Pagola et la réécouter plusieurs fois. Voilà. Monsieur Penet, donc pour les CHR, donc ce sont des gestes extra-commerciaux et non une reconnaissance du PE, donc perte d'exploitation. Les professionnels pourront-ils bénéficier des deux, prime forfaitaire plus perte d'exploitation, si l'État oblige les assurances à prendre en charge la perte d'exploitation au moins à un tiers? Non, si l'État ne peut pas obliger les assureurs à faire à interpréter les contrats. Les contrats sont ce qu'ils sont et donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Ce que peut faire l'État, éventuellement, c'est nous demander de faire des gestes extra-contractuels supplémentaires. Voilà. Bon, pour l'instant, nous avons encore une fois présenté ce plan de 3,2 milliards au pouvoir public. Je précise, parce qu'il y a eu des questions là-dessus,
qui était mais où sont ces 3,2 milliards? Bon, je pourrais vous donner la liste, mais sachez que le projet de loi de finances rectificative qu'a voté l'Assemblée nationale dit clairement qu'elle va suivre à l'euro près cet engagement. Donc, c'est une nouveauté. Les engagements solidaires sont désormais suivis par l'Assemblée nationale, mais nous en prenons acte, nous n'avons rien à cacher là-dessus. Donc, il y a énormément de mesures qui ont été prises. Alors, si l'État nous en demande davantage, pourquoi pas, mais ça ne sera pas dans le cadre des contrats. Je le reprécise à nouveau. Alors, autre question, Monsieur Penet. Toutefois, donc les sinistres routiers sont vraiment en baisse. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour financer la part d'exploitation ou à minima restituer aux souscripteurs? Vous voyez qu'il y a plein d'idées dans ce webinaire. Hein. Il y a plein de propositions qui vous arrivent. Hein. Je sais qu'il y a plein d'idées. Alors, d'abord, c'est un fait qu'il y a moins d'accidents de la route en ce moment. Donc, ça, c'est une chose. Néanmoins, je dirais que c'est pas parce qu'il fait beau qu'on rembourse les primes catastrophes naturelles. Les choses doivent être mutualisées dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une baisse d'activité. Vous savez que des assureurs mutualisent aussi les risques entre branches. Donc, vous avez aujourd'hui, je l'ai dit, la branche prévoyance qui est très sinistrée du fait des arrêts de travail. Vous avez des branches comme l'assurance crédit qui, vous savez, couvre le crédit interentreprise et les risques d'impayés qui est en train d'exploser aussi puisqu'on est passé de 0,5 points de 0,5% d'incidents de paiement à 25% d'incidents de paiement. Donc, vous imaginez un peu ce que ça peut représenter pour les assureurs qui assurent ce genre de risque. Donc, il y a là-dedans une mutualisation des risques. Deuxièmement, rien ne dit ce qui va se passer en fin d'année. Aujourd'hui, j'ai une incertitude totale de savoir comment va se passer le déconfinement. On parle du fait que les gens ne vont plus prendre les transports et donc vont plutôt prendre leur voiture. On parle de gens qui vont rester davantage en France et non plus à l'étranger et donc vont circuler aussi en voiture. Donc, c'est sur l'année qu'il faut le regarder, les choses. Si jamais, effectivement, l'année 2020 se termine par des bons résultats en matière de sinistralité, il est évident que les assurés le retrouveront dans leurs assurances de 2021. Aujourd'hui, l'assurance automobile est un marché extrêmement concurrentiel et par conséquent, sur une année, parce que c'est comme ça qu'on mutualise les choses, sur une année, si les choses sont favorables d'un point de vue de la sinistralité, eh bien, tous les assureurs baisseront les primes parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils vont récupérer de nouveaux clients. La concurrence a du bon. Mais encore une fois, c'est pas le jour où il fait beau que je vais rendre la prime catastrophe naturelle et le jour où il fait mauvais, je vais en demander 10 fois plus. C'est la mutualisation qui compte dans le temps. Et donc, c'est à la fin de l'année qu'on verra les choses. Et encore une fois, l'impact du positif sur les compagnies d'assurance peut être très variable. Une compagnie d'assurance qui ne fait que de l'assurance auto, effectivement, bénéficie directement de ce résultat. Et d'ailleurs, il y a une compagnie qui a décidé de rendre une partie de ses primes parce qu'effectivement, elle est spécialisée en assurance auto. Il faut savoir que la plupart des assureurs aujourd'hui font de l'assurance auto, de l'assurance crédit, de l'assurance prévoyance et qu'il y a là-dedans une mutualisation naturelle qui se fait. Merci. Je n'ai pas demandé l'aide de 1 500 € en mars car j'avais suffisamment de dossiers à traiter. Le problème de mon activité se pose plutôt en avril. Puis-je demander l'aide en avril? Ça, c'est plus chez vous, Monsieur Pagola. Oui, alors c'est plus fiscal, hein, mais c'est oui. Et il peut aussi demander l'aide sociale de la caisse sociale du CPSTI, ex-RSI. Oui, parce que là, c'est des impôts, donc c'est la DRFIP. La première question, mais je l'ouvre aussi la porte. Voilà, il peut venir aussi auprès de la caisse sociale des indépendants, la caisse de sécurité sociale pour venir demander une aide. Merci. Il était question que le PGE soit remboursable non pas sur 5 années maximum, mais sur 10 années. Qu'en est-il? Est-ce que, Madame Planas, vous avez des informations là-dessus? Moi, je suis restée sur 5 ans. La possibilité, donc, c'est un différé d'1 an. Les entreprises peuvent le rembourser dans 1 an ou contracter un prêt de remboursable sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je n'ai pas entendu parler de 10 ans pour l'instant. Madame Bobelic, vous… Non, moi non plus, je confirme. J'ai entendu parler de 5 ans maxi, mais pas plus. Alors après, c'est peut-être négociable avec son banquier, hein, mais on n'a pas d'infos sur plus de 5 ans. Merci.
J'invite les internautes à aller de nouveau dans sondage. De nouveau sont arrivés. J'ai demandé le mois dernier une mensualisation de mon échéancier URSSAF compte tenu du contexte. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail de mon URSSAF me précisant que l'échéancier du 5 mai serait reporté. Est-ce que cela veut dire que ma mensualité de mai sera lissée sur les autres mois? Oui, c'est exactement ça. Il n'y aura pas de prélèvement en mai. Hein. Ah, on a perdu M. Pagola, mais nous le retrouverons. Donc, je ferme cette question. Alors, Monsieur Péné, donc les assurances auront fait des économies. OK, pas de perte d'exploitation, mais faire des remises sur les échéances, cela doit être possible. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Oui, on m'entend là? Oui, on m'entend. Oui, on vous entend très bien, oui. Oui, alors donc comme je l'ai dit, nous avons alors collectivement, hein, ça c'est pour l'ensemble, parce qu'il faut bien comprendre que le monde de l'assurance, c'est 280 compagnies d'assurance, dont certaines sont des petites mutuelles spécialisées dans l'assurance de la pêche dans le Morbihan, et les plus grosses sont des grands groupes internationaux. Donc vous voyez que les mesures collectives, c'est pas toujours facile de les prendre, mais en tout cas, il y a une mesure collective que nous avons prise, qui est celle de ne pas de garder en garantie toutes les TPE, je dirais, je précise, toutes les TPE qui ont été obligées de fermer du fait du confinement, de les maintenir en garantie le temps du confinement et ceux qu'elles payent ou qu'elles ne payent pas leurs primes. Donc, c'est une façon de dire que nous acceptons le report de primes pour l'ensemble de ces entreprises. Ça, c'est la mesure collective que nous avons prise. Et il y a par ailleurs énormément d'autres assureurs qui ont pris des mesures spécifiques en fonction de leurs propres assurés, qui est soit de la suppression, soit du report au-delà de la période de confinement. Donc ça, il faut regarder ça avec son assureur. Mais en tout cas, il y a une mesure collective, compris les 280 assureurs, c'est de ne pas résilier pour non-paiement de primes, en réalité, pendant la période de confinement. Et je rappelle aussi la suppression, là pour le coup, c'est de la suppression des échéances de loyers de locaux commerciaux dont seraient propriétaires les assureurs. C'est d'ailleurs une mesure, et locaux commerciaux occupés par des professionnels, c'est d'ailleurs une mesure compris l'ensemble des sociétés foncières et propriétaires de locaux en France. Merci. Question mince. Madame Bobelic, est-ce qu'un salarié peut poser des congés payés RTT à la place du chômage partiel? Est-ce que l'employeur peut refuser? Monsieur Pagola, vous pouvez aussi co-répondre à cette question. Oui, l'État, enfin déjà les salariés, les congés vont jusqu'au 31 mai de cette année pour l'année 2019-2020. Donc effectivement, plutôt que le chômage partiel, les salariés pouvaient prendre des congés payés. L'État nous a accordé de pouvoir imposer 6 jours de congés payés à nos salariés. Après les RTT, bien sûr aussi, ils pouvaient les mettre en avant. L'employeur peut refuser. Bien sûr, on peut toujours tout refuser, mais comme disait M. Pagola tout à l'heure, je pense qu'on est plutôt dans une période de dialogue plutôt que de refus. Et donc, il faut absolument que les gens communiquent et essaient de trouver des solutions. Je trouve qu'il est effectivement plus intelligent de mettre en avant ces RTT, ces congés payés qui vont jusqu'au 31 mai, plutôt que poser des vacances lorsqu'il y aura la reprise, en espérant qu'elle soit là dès le 11 mai ou dès fin mai ou début juin. On aura besoin de tous nos salariés. Donc oui, bien sûr, il faut mettre en priorité les RTT, les congés payés, et puis ensuite ne pas faire n'importe quoi, mais dialoguer. Je pense que c'est la chose la plus importante à ce jour. Alors, un petit peu dans le même sens, au 1er mai, les arrêts pour garde d'enfants vont-ils se poursuivre pour les TNS? Alors, je sais qu'au 1er mai, les gardes d'enfants se transforment en chômage partiel. Donc, voilà, M. Pagola peut peut-être confirmer. Alors, je ne vais pas vous aider Ouais. beaucoup, parce que j'ai interrogé justement
la sécurité sociale des indépendants pour leur demander comment ils comptaient gérer ça. Et pour le moment, je n'ai pas de réponse précise. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer pour les PMS. Mais pour les autres salariés, pour les salariés oui. Oui. Effectivement, c'est du chômage partiel à partir du 1er mai. Pour justement perdre moins financièrement, parce que le chômage partiel est financé à 70% du brut, alors que je crois que si on était resté sous la forme d'indemnité journalière, en fait, on tombait à 63 ou 4% du salaire. Donc, c'est pour ça que c'est passé en chômage partiel. Alors, ce n'est pas une question piège, mais peut-être que vous auriez donc la réponse entre tous. L'assurance décès des PGE est élevée aux environs de 47 € par mois. Quel est le taux moyen d'assurance décès? Pas une question piège, mais est-ce que voilà, vous avez des références Ça me paraît élevé, 47 € par mois, mais je peux me tromper. Je suis désolé, je n'ai pas de référence sous la main. Je pourrais vous répondre par écrit là-dessus, mais là, je n'ai pas la référence sous la main. Bon, ben, on passera cette question effectivement. J'ai un PGE pour mon entreprise, il n'y a pas d'assurance. Ouais. Pas d'assurance, pas d'assurance. Il y a garantie de l'État, point. Madame Planas, de votre côté? Je dirais que le taux, c'est en fonction, l'assurance, ils ont des grilles, c'est en fonction du montant, c'est en fonction de la durée, c'est en fonction de la santé de la personne. Donc, il n'y a pas de taux moyen comme ça. Moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas. On saurait si c'est pour tout le monde pareil. Merci. Ne sachant ce que sera mon activité à la reprise, donc c'est un CHR qui parle, peut-on embaucher des CDD et utiliser le chômage partiel si mauvaise activité? Monsieur Pagola? Oui, tout à fait. C'est comme les saisonniers en fait. Ouais, c'est exactement comme les saisonniers. Il n'y a aucun problème, tout à fait. Et on peut, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si on pensait qu'avec il était nécessaire d'avoir 2 personnes et qu'il s'avère qu'il y a moins de monde à servir en terrasse, ben voilà, on n'en emploie plus qu'une en attendant que les choses s'améliorent. Et n'oubliez pas que le chômage partiel est sur la décision du chef d'entreprise qui, du jour au lendemain, peut l'arrêter ou le mettre en place. Merci. Le salarié n'est pas en congé. Oui. Depuis le 22 avril, le PGE est éligible pour les entreprises fragiles avec capitaux négatifs. Les banques vont-elles jouer le jeu? Madame Planas, vous, sur les retours que vous avez? Oui, alors, depuis la promulgation de la nouvelle loi, effectivement, les banques vont recontacter les chefs d'entreprise pour les PGE qui avaient été refusés. Voilà. Donc, ils vont jouer le jeu, oui. Merci. Je précise, alors je suis assureur, pas banquier, mais les PGE, ça veut dire prêt garanti par l'État. Donc, il y a la garantie de l'État derrière. Donc, les banques, finalement, n'ont aucune raison, je dirais, d'être frileuses sur le sujet, si ce n'est qu'elles ont des critères très précis qui leur sont imposés par l'État et que là, elles sont obligées de les suivre puisque c'est l'État qui, in fine, garantit les choses. Merci. Monsieur Pagola, quelles sont les démarches? Oui. Si vous permettez, il serait compréhensible que les banques veuillent assurer les 10%. Point. Ah, on a perdu Monsieur Pagola. J'avais une question pour lui. Je vais la mettre de côté parce qu'il va pas tarder à remonter. Donc, on s'en rappellera. Le report de charge, que faire s'ils étaient prélevés en avril. Madame Bobelic, vous, côté chef d'entreprise, est-ce que vous avez la réponse? Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais ce que je sais, c'est que le même cas de figure au mois de mars est arrivé souvent, enfin plusieurs fois, parce que entre le moment où l'URSSAF a donné la possibilité de report de charge, souvent de fois les DSN étaient faites et donc il se pouvait que les charges passent. Donc l'URSSAF avait demandé également, moi j'avais reçu un mail comme quoi il fallait prendre contact directement avec sa banque pour rejeter le prélèvement. C'était tout à fait possible. Et dans le cas où ce prélèvement aurait été fait, il y avait possibilité de se faire rembourser par l'URSSAF. Alors maintenant, demandez à M. Pagola si c'est également vrai sur avril. Je sais que ça pouvait être comme ça sur mars. Bon, on va attendre que M. Pagola remonte. Alors, je vois les questions également sur
La responsabilité du dirigeant, j'en profite pour vous dire que ce sujet, donc sur la sortie de crise et la reprise, quelle prévention, quel risque juridique sera abordé le 5 mai à 14 h en présence donc de l'ARS, de la Directe, d'un avocat spécialiste du travail. Oui, Monsieur Penet. Je voulais insister là-dessus. Enfin, je vous laisse terminer si vous voulez Non, terminer. Mais il faut que vous réagissiez. Allez-y. Sur la question de la responsabilité des employeurs, vous le savez, nous la couvrons également. Nous sommes également assureurs de la responsabilité des employeurs vis-à-vis de leurs employés. Je rappelle que le ministère du Travail a publié des fiches thématiques, profession par profession, sur les mesures qu'il faut respecter dans le cadre de la reprise d'activité et notamment des obligations de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Nous ne saurions trop recommander à tous les chefs d'entreprise de bien regarder ces fiches parce que effectivement leur responsabilité d'employeur peut être mise en cause si jamais il est estimé que les mesures n'auraient pas été prises et donc soit sous la forme des accidents maladies professionnelles, encore que le Covid-19 n'est pas considéré comme une maladie professionnelle en dehors du personnel médical. Donc, mais ça peut quand même être connu comme une maladie professionnelle, bien qu'elle ne soit pas inscrite dans le tableau. Mais surtout, il peut y avoir une recherche en faute inexcusable de l'employeur si un salarié estime que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger et qu'il aurait contracté le Covid-19 sur son lieu de travail. Donc, il est très important, à minima, de suivre toutes les recommandations que fait le ministère du Travail. Sur le site du ministère du Travail, il y a toutes les fiches thématiques qui sont aujourd'hui secteur par secteur. On a le secteur des restaurants, on a le secteur des bars, des hôteliers, etc. et sur lesquels sont inscrites les préconisations que fait le ministère du Travail en matière de conditions de reprise de l'activité. Il est très important que chacun aille les regarder. Et si je peux me permettre d'ajouter un complément, sur le site également de la médecine du travail, des AIST, vous avez également des compléments de fiches par secteur, aussi par métier, qui peuvent vous aider pour mettre en place tous les gestes, barrières et autres qui sont nécessaires pour la reprise du travail, pour le bien-être de vos salariés et de vos clients. Merci. Ah, j'ai aperçu M. Pagola qui a redisparu. Pas dû poser la question, c'est le problème du numérique. Alors, on va prendre une dernière question donc pour vous, Madame Planas. On l'avait abordé effectivement une dizaine de jours, donc une modification concernant les critères d'éligibilité du PG, notamment concernant les fonds propres. Qu'en est-il? Le décret est-il publié sur les fonds propres négatifs? Je pense que c'est une question autour de ça. Oui, il y avait deux questions. Il y avait c'est la notion d'entreprise en difficulté. Et les deux points, c'était les capitaux propres négatifs et deux, la procédure collective. Donc, à l'heure où je vous parle, la promulgation de la loi au JO, enfin, on attend l'arrêté, hein, mais déjà dans la foire aux questions, il est bien mentionné que ces entreprises sont éligibles. Alors, il y a une subtilité, c'est qu'il faut que la procédure soit ouverte au 31/12/2019. Celles qui ont été ouvertes après, les procédures collectives, ne rentrent pas dans ce champ-là. Donc, ça veut dire qu'une entreprise en plan de sauvegarde ou qui était en redressement judiciaire avant le 31/12/2019 est éligible. Mais également, celle qui l'était avant le 24 mars, vous voyez. Et en ce qui concerne la perte de plus de la moitié des capitaux propres, idem, ça ne fait pas partie, c'est pas que ce point qui rend une entreprise en difficulté. Donc, au sens, bon voilà, la loi rectificative va faire l'objet de décrets et d'arrêtés et qui vont faire que aujourd'hui les banques rouvrent les dossiers. D'accord. C'est une question de timing, hein, le temps de. Mais voilà. La nouvelle loi de finances rectificative le prévoit et est beaucoup plus explicite, notamment par rapport à cette fameuse date pour les procédures collectives. Merci. Et alors, pour clôturer donc cette 8e session, donc on a eu un peu plus de 420 inscrits donc, sur cette session. Donc, merci bien sûr aux internautes. Monsieur Penet, c'est peut-être vous qui allez fermer le cercle
Puisque vous venez de dire que le PGE est garanti par l'État, pourquoi ne pas jouer sur ce PGE pour assurer la perte d'exploitation? Mais non, le PGE n'est pas fait pour ça. Je pense que si je m'adresse à une banque pour lui demander 60 milliards garantis par l'État pour payer les pertes d'exploitation, ça va être un peu compliqué. Donc, non, malheureusement, le PGE n'est pas fait pour ça. Et le PGE, il est là pour aider les entreprises, très concrètement les commerces, les artisans, les commerçants, les PME, à redémarrer. Certainement pas pour que les assureurs puissent indemnisés de la perte d'exploitation non prévue dans les contrats. Donc, non, ça, c'est les assureurs eux-mêmes qui, je dirais, sur leur fonds propres, sur leur propre initiative, mettent en place des mesures solidaires et des initiatives solidaires. Il y en a beaucoup en ce moment et elles se développent de plus en plus et c'est tant mieux. Merci. Et alors, pour le mot de conclusion, ça sera pour Laurence Bobelic sur une question alors qui peut être orientée sur la chambre de commerce. Donc, les entreprises, quelle que soit leur taille, ont besoin d'accompagnement pour construire ou mettre à jour les budgets de trésorerie et d'exploitation pour faire des demandes d'aide financière. Il serait bien qu'un fonds de financement de ces honoraires soit proposé aux entreprises. Est-ce que justement la chambre de commerce ou les organisations consulaires proposent justement des choses à leurs ressortissants pour les accompagner? Oui, alors je voulais justement vous dire que j'avais deux choses pour finir ce webinaire. Tout d'abord, il y a un fonds d'aide qui a été mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, il y a un fonds d'aide qui est en train de se mettre en place. C'est un fonds départemental qui va regrouper certainement la chambre de commerce, le conseil départemental et peut-être des syndicats professionnels. C'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place. Donc, effectivement, il y a encore différentes pistes d'aide, entre autres et plus particulièrement pour les très petites entreprises et les commerces, puisque c'est quand même eux qui souffrent peut-être aujourd'hui encore plus que les PME. Merci beaucoup. Avant de… Oui, M. Penet, vous vouliez dire quelque chose? Je dois malheureusement vous quitter. Donc, je vais clôturer justement. Je demande simplement aux internautes d'aller dans la case, dans l'onglet sondage pour finaliser donc les réponses. Je vous donne donc le planning des prochains webinaires. Donc, la session 9 qui aura lieu le 30 avril avec donc le conseil régional, un représentant de PCI, la Directe Nouvelle-Aquitaine et un représentant donc de l'UNAPL que nous aurons, et ainsi que la session 10, je l'ai indiqué tout à l'heure, sur la sortie de crise et la reprise, quelle prévention, quel risque juridique, avec donc l'ARS, l'Agence régionale de santé, la Fédération française du bâtiment, la Directe Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu'une avocate du droit du travail. Merci à nos invités, merci Laurence Bobelic pour votre disponibilité, merci, M. Pagola est parti, Madame Planas, merci pour votre fidélité également, parce que vous venez souvent et c'est très, très, très gentil à vous. Monsieur Penet, merci pour aussi votre intervention à ce moment où on parle beaucoup des assurances, et donc j'imagine que tous nos internautes suivront avec attention ce qui se passe. Le replay donc est consultable dès la clôture de ce webinaire, donc n'hésitez pas à revenir dessus pour voir les réponses de nos intervenants. Merci à toutes et à tous, et puis je dis à nos internautes à jeudi. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.